Ils ont souri d'un air suffisant et ont dit, « Disparais de nos vies, c'est ton cadeau de mariage. » Je n'ai pas supplié. Je suis sorti. À l'aube. J'ai mis en vente leur domaine de sécurité et j'ai gelé le fonds d'1 million de dollars. Je m'appelle Méline. J'ai 29 ans et pendant toute ma vie, j'ai été le pilier invisible qui soutenait la façade parfaite et fragile de la famille Kensington. Si vous vivez près des banlieues riches de Boston, vous connaissez peut-être ma famille, ou du moins la version d'eux qu'ils vendent au public. Ma mère, Valérie, est une femme dont l'humeur est entièrement dictée par le nombre d'invitations au country club qu'elle reçoit en un mois. Mon père, Bradley, est un homme qui considère un costume légèrement froissé comme un échec moral, mais qui regardera joyeusement ailleurs quand il s'agit d'éthique réelle. Et puis il y a Cameron, mon frère aîné. Il a 32 ans, l'enfant prodige incontesté de la famille, un homme qui n'a jamais eu, une seule fois dans sa vie, à assumer les conséquences de ses propres actes car il y avait toujours quelqu'un d'autre pour nettoyer ses dégâts. Ce quelqu'un, c'était généralement moi. J'ai grandi comme ce que les thérapeutes appellent un enfant de verre. Vous connaissez le genre, l'enfant qui est si douloureusement fiable, si agressivement autonome que les parents regardent littéralement à travers lui. Pendant que Cameron se faisait sortir des scandales de pensionnats coûteux et d'accidents de voiture, j'étais assise dans ma chambre à obtenir des notes parfaites et à apprendre silencieusement comment le monde réel fonctionnait. J'ai grandi, j'ai obtenu mon diplôme et je suis devenue experte comptable agréée. J'ai construit une vie qui était calme, structurée et à toute épreuve. J'avais un crédit impeccable, zéro dette et une compréhension absolue du droit financier. Mes parents ne se souciaient pas de ma carrière jusqu'à il y a 7 ans, lorsqu'ils en ont soudainement eu besoin pour survivre. Il y a 7 ans, mon père a pris des décisions incroyablement arrogantes et incroyablement stupides avec ses partenaires commerciaux. Je ne vous ennuierai pas avec le jargon financier dense, mais la version courte est qu'il était sous la menace d'une enquête massive pour fraude fiscale. Il était sur le point de tout perdre. Le gouvernement s'apprêtait à saisir des actifs, à geler des comptes et à ruiner publiquement le nom immaculé des Kensington. Mes parents ont paniqué. Au milieu de la nuit, ils sont venus dans mon petit appartement, pleurant, suppliant, jouant la carte de la loyauté familiale aussi fort qu'ils le pouvaient. Ils avaient besoin d'un port d'attache sûr. Ils avaient besoin de quelqu'un avec un dossier financier irréprochable, aucun lien avec l'entreprise de mon père, et les connaissances juridiques pour conserver leur richesse en toute sécurité jusqu'à ce que le délai de prescription expire et que la pression retombe. Ils avaient besoin de moi. Alors, je suis devenue la réparatrice. J'ai mis en place les structures juridiques. Ils ont transféré leur fortune de sécurité, exactement 1,78 million de dollars, sur un compte d'investissement conjoint où j'étais la titulaire principale. Ensuite, ils ont transféré l'acte de propriété de leur bien le plus précieux, un penthouse de luxe au centre-ville avec vue sur le port, entièrement à mon nom. Sur le papier, j'étais une jeune millionnaire follement prospère. En réalité, je n'étais que le coffre-fort. Je gérais leur argent, je payais leurs impôts fonciers, et je regardais en silence pendant qu'ils continuaient à vivre leur style de vie somptueux en utilisant des cartes de crédit qui étaient en fin de compte garanties par mon nom et ma cote de crédit impeccable. Ils m'ont promis que c'était temporaire. Ils m'ont promis que j'étais leur sauveuse. Mais les années ont passé, les problèmes juridiques se sont estompés et l'arrangement est tout simplement devenu la nouvelle norme. Ils adoraient la commodité de me voir gérer les détails ennuyeux pendant qu'ils faisaient glisser le plastique. Je suis devenu rien de plus qu'un distributeur automatique humain et un gestionnaire de patrimoine non rémunéré. Ils ont arrêté de dire merci. En fait, ils ont commencé à me traiter comme une employée qui sous-performait gravement. Ce qui nous amène au mariage. Cameron allait se marier avec Chelsea. Chelsea était le genre de femme qui croyait sincèrement que son tableau Pinterest était un document juridiquement contraignant. Il planifiait un mariage qui ressemblait moins à une célébration de l'amour et plus à une production théâtrale conçue pour rendre d'autres personnes riches jalouses. Et bien sûr, les factures étaient acheminées par les comptes que je gérais. J'étais celle qui regardait les chiffres diminuer. J'étais celle qui essayait de tirer les rênes d'une calèche emballée, et j'allais découvrir exactement ce que ma famille pensait de mes efforts. C'était jeudi soir, exactement 2 jours avant le mariage. Le véritable dîner de répétition était programmé pour vendredi, mais ma mère avait insisté pour un dîner de famille privé au Penthouse afin de finaliser la logistique de dernière minute. J'ai conduit 45 minutes depuis mon appartement calme de banlieue jusqu'à la ville, je me suis garé dans le garage souterrain et j'ai pris l'ascenseur privé jusqu'au dernier étage.
Le Pantouz sentait l'agneau rôti onéreux du traiteur et une tension suffocante. La table à manger était recouverte d'échantillons floraux, de plans de table et de contrats de fournisseurs. Ma mère, Valérie, faisait les 100 pas avec un verre de vin blanc, les lèvres pincées en une fine ligne blanche. Mon père était assis en bout de table, se massant les tempes. Cameron et Chelsea étaient assis sur le canapé en velours moelleux, ayant l'air de venir d'apprendre qu'un paysan respirait leur air. Je me suis assise et j'ai sorti ma tablette. Nous devons parler des paiements finaux des fournisseurs, ai-je dit, en gardant une voix neutre. L'entreprise de restauration a besoin de son virement bancaire final d'ici demain matin ou ils ne chargeront pas les camions. Et le fleuriste menace d'annuler le contrat car le budget a été dépassé de près de $20 000. Chelsea a laissé échapper un soupir dramatique et aigu. Elle a laissé tomber sa tête sur l'épaule de Cameron. M'a dit, tu gâches complètement l'ambiance en ce moment, a-t-elle pleurniché. Nous avons déjà convenu que nous avions besoin des pivoines importées. Les locales ont l'air bon marché et nous avons décidé d'ajouter le bar à glace sur mesure pour l'heure du cocktail. J'ai regardé mon frère Cameron. Le bar à glace coûte encore $8 000. Je t'ai dit la semaine dernière que le compte alloué pour le mariage était tiré à sa limite absolue. Si nous payons pour le bar à glace et les fleurs supplémentaires, le chèque pour le lieu lui-même va être refusé. Cameron a levé les yeux au ciel. Il ne m'a même pas regardé. Il s'est juste adressé à ma mère. Maman, peux-tu s'il te plaît dire à ta fille d'arrêter d'agir comme une comptable avare pendant 5 minutes? C'est mon mariage. C'est censé être parfait. Ma mère a arrêté de faire les 100 pas et s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient froids, balayant mon simple chemisier et pantalon de travail comme si j'étais une tache sur son tapis cher. Méline, ne sois pas difficile. Déplace simplement l'argent de la réserve secondaire. Ce n'est pas si compliqué. La réserve secondaire est pour les impôts fonciers de ce Pantouz, maman, ai-je expliqué, essayant de garder l'épuisement hors de ma voix. Les impôts sont dus le mois prochain. Si je vide cela pour payer une sculpture de glace, nous allons être frappés par des pénalités massives. Vous devez établir des priorités. Mon père a finalement pris la parole, sa voix dégoulinante de cette condescendance calme et autoritaire qu'il réservait juste pour moi. Méline, tu es beaucoup trop obsédée par les règles. Ton frère va se marier. C'est le reflet de la famille Kensington. Nous ne faisons pas d'économie de bout de chandelle. Fais simplement le transfert. J'ai ressenti une douleur sourde et familière dans ma poitrine. C'était la douleur d'être la seule adulte dans une pièce remplie de tout petits vieillissants. Je ne suis pas obsédé par les règles, papa. Je suis obsédé par l'idée de vous éviter à tous la faillite. Vous ne pouvez pas dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Chelsea a ricané bruyamment. Ce n'est pas ton argent, m'a dit. Arrête d'agir comme si c'était toi qui payais. Tu es juste la personne qui s'occupe de la paperasse. J'ai regardé Chelsea. Puis j'ai regardé Cameron, qui souriait avec suffisance à son commentaire. Puis j'ai regardé mes parents, attendant que l'un d'eux la corrige. Attendant que l'un d'eux dise, en fait, Chelsea, Méline nous a sauvés de tout perdre. En fait, Chelsea, le crédit de Méline est la seule raison pour laquelle tu es assise dans un Pantouz de plusieurs millions de dollars en ce moment. Mais personne n'a dit un mot. Le silence s'est étiré, épais et suffocant. J'essaie juste d'aider, ai-je dit doucement, ma voix perdant son ton professionnel. J'ai passé des semaines à gérer ses fournisseurs, essayant de tout maintenir à flot. Valérie a claqué son verre de vin sur la table. Le tintement aigu a résonné dans la grande pièce. Elle s'est approchée de moi, se penchant pour que son visage soit à quelques centimètres du mien. Je pouvais sentir l'alcool et le parfum cher. Aider, a-t-elle sifflé. Tu appelles cela aider? Tu n'as rien fait d'autre qu'apporter de la négativité et du stress dans cette maison depuis des mois. Tu restes assise là dans tes petites tenues ennuyeuses, à nous juger, agissant comme si tu étais d'une manière ou d'une autre meilleure que nous parce que tu sais lire un tableur. Tu étouffes la joie de ton frère. Mon souffle s'est coupé. Je l'ai fixé, pétrifié. En fait, a continué Valérie, sa voix tombant dans un murmure d'un calme terrifiant. Si tu veux vraiment aider. Le plus beau cadeau pour le mariage de ton frère serait que tu disparaisses de notre famille pour toujours. La pièce est devenue complètement et absolument silencieuse. On pouvait entendre le faible bourdonnement de la circulation urbaine 14 étages plus bas. Mais à l'intérieur du Pantouz,
tout l'oxygène avait été aspiré. Je suis resté assise là, mes mains reposant sur ma tablette, assimilant les mots. Le plus beau cadeau est que tu disparaisses pour toujours. J'ai regardé mon père, Bradley Kensington, le patriarche, l'homme qui avait pleuré dans mon salon il y a 7 ans, me suppliant de le sauver. Il n'a pas croisé mon regard. Il a soudainement trouvé le tissu de son pantalon de costume incroyablement intéressant, enlevant soigneusement un morceau de peluche invisible. C'était un lâche. Il choisissait la voie de la moindre résistance, laissant sa femme me mettre en pièces pour ne pas avoir à gérer une crise de colère. J'ai regardé Cameron, le garçon en or, mon grand frère qui était censé me protéger quand nous étions enfants. Il était adossé au coussin du canapé, un sourire arrogant indéniable jouant sur ses lèvres. Il avait l'air victorieux. Il avait gagné la compétition tacite pour l'amour de nos parents, et il savourait l'exécution. J'avais envie de crier. J'avais envie de me lever, de renverser la lourde table à manger en acajou et de crier chaque vérité laide et cachée sur cette famille jusqu'à ce que leurs oreilles saignent. Je voulais leur rappeler que sans moi, ils vivraient dans un appartement en location dans un mauvais quartier. J'avais envie de pleurer. J'ai senti la pression brûlante et piquante des larmes s'accumuler derrière mes yeux, l'enfant intérieur désespéré suppliant pour juste une once d'affection de la part des personnes qui l'avaient créé. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris une lente et profonde inspiration, attirant l'air froid dans mes poumons, et j'ai repoussé les larmes dans l'endroit sombre où je gardais tous mes souvenirs de famille. À ce moment précis, quelque chose de fondamental s'est brisé en moi. Ou peut-être que quelque chose s'est finalement mis en place. Le désespoir pour leur approbation, le besoin désespéré d'être vu comme une bonne fille. Cela s'est évaporé. C'était tout simplement parti, remplacé par une clarté absolue et terrifiante. Ils ne m'aimaient pas. Ils ne l'avaient jamais fait. J'étais un outil, un appareil, un amortisseur pour leurs erreurs. Et on ne s'excuse pas auprès d'un appareil quand on le débranche. Est-ce tout, ai-je demandé. Ma voix était si calme, si dépourvue d'émotion qu'elle semblait appartenir à une étrangère. Valérie a cligné des yeux, momentanément déstabilisée par mon absence d'effondrement. Elle a croisé les bras. Oui, c'est tout. Nous avons terminé ici. D'accord, ai-je dit. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas exigé d'excuses. J'ai calmement tendu la main, fermé l'étui de ma tablette et je l'ai glissé dans mon sac fourre-tout en cuir. Je me suis levé, lissant les plis de mon pantalon. J'ai ramassé ma serviette en tissu sur la table, je l'ai pliée parfaitement en deux et je l'ai posée à côté des plans de table. Maddie, ne sois pas dramatique, a marmonné Cameron, sentant que mon silence était d'une manière ou d'une autre plus menaçant qu'une dispute hurlante. Je ne l'ai même pas regardé. Je me suis retourné et j'ai traversé le grand plancher en bois franc vers l'entrée principale. J'ai pris mes clés sur la console en marbre. Si tu passes cette porte, ne prends pas la peine de te présenter au dîner de répétition demain, a crié ma mère, sa voix résonnant dans le couloir. C'était une menace. Elle s'attendait à ce que je me fige, à ce que je me retourne, à ce que je rampe. J'ai tiré la lourde porte en chaîne pour l'ouvrir. Je suis sorti dans le couloir. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai refermé la porte derrière moi. Le lourd clic du pêne dormant se verrouillant en place a résonné dans le couloir silencieux. Cela sonnait comme un point de ponctuation finale. Un point final à la fin d'une très longue, très douloureuse phrase de 29 ans. Le trajet de retour vers la banlieue était flou. L'air à l'extérieur était froid, la nuit de Boston pressant contre les vitres de ma voiture comme du fer. Mais à l'intérieur de ma poitrine, il n'y avait pas de panique. Il n'y avait qu'un feu silencieux et dangereux qui commençait à brûler. Il pensait m'avoir effacé. Il pensait que me mettre à la porte me garderait petite, me garderait à ma place. Il pensait que la trahison me briserait. Mais la trahison ne brise pas toujours une femme. Parfois, elle la sculpte en quelque chose de beaucoup, beaucoup plus tranchant. Il voulait que je parte. J'allais volontiers leur accorder leurs souhaits. J'allais disparaître, mais pas avant d'avoir pris tout ce qui m'appartenait. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant que mon alarme ne sonne. La lumière matinale du soleil se déversait à travers les stores de mon petit appartement calme, découpant le sol comme des barres dorées. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne me suis pas réveillé en ressentant un poids écrasant d'anxiété à propos de ma famille.
Je n'ai pas immédiatement vérifié mon téléphone pour voir quelle crise Cameron avait provoquée pendant la nuit ou quelle facture ma mère avait oublié de payer. Le silence dans mon appartement était magnifique. Il était propre. C'était le silence d'un champ de bataille après que l'ennemi se soit complètement rendu et soit rentré chez lui. Je suis allé dans ma cuisine et j'ai préparé une cafetière de café torréfié foncé. J'ai versé une tasse, la vapeur s'enroulant dans l'air frais du matin, et j'ai pris une gorgée. J'étais entièrement réveillé. Je ne ressentais aucune culpabilité, aucune hésitation. Je suis entré dans mon bureau à domicile, une petite pièce tapissée d'étagères et de classeurs. J'ai ouvert le tiroir inférieur de mon bureau et j'ai sorti un lourd coffre-fort ignifuge. J'ai entré la combinaison, j'ai fait sauter le loquet et j'ai ouvert le couvercle. À l'intérieur reposait l'architecture physique du faux empire de la famille Kensington. J'ai sorti les épais dossiers manille. J'ai étalé les documents sur mon bureau. Voici l'acte du compte d'investissement conjoint montrant un solde actuel d'exactement 1,78 million de dollars. Voici les formulaires d'autorisation pour les 3 cartes de crédit premium que mes parents et mon frère utilisaient quotidiennement, des cartes liées directement à ce compte d'investissement. Et voici le document principal, l'acte de propriété du Penthouse du centre-ville enregistré exclusivement sous le nom de Mellin Kensington. J'ai tracé de mes doigts la signature au bas de l'acte. Je me suis souvenu du jour où mes parents m'avaient forcé à le signer, assise dans le bureau étouffant d'un avocat, transpirant à travers mes vêtements. Parce que Mellin, tu es l'enfant fiable, avait dit mon père en me tapotant la main. J'ai souri. Un vrai sourire authentique. Il n'a pas atteint mes yeux, mais c'était incroyablement bon. Mes parents étaient arrogants, mais pire que cela, ils étaient analphabètes sur le plan juridique. Ils avaient passé 7 ans à me traiter comme une servante jetable, oubliant entièrement la règle fondamentale de donner à quelqu'un un pouvoir légal absolu sur votre vie. Lorsque vous chassez la gardienne, vous la laissez tenir les clés du château. L'argent n'était pas une fiducie qu'ils contrôlaient. C'était un compte conjoint où j'étais la titulaire principale. La maison n'était pas la leur dans l'esprit. Elle était la mienne aux yeux de l'État du Massachusetts. Ils voulaient que je disparaisse. Ils voulaient couper les ponts. J'allais simplement exaucer leurs souhaits légalement et financièrement. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai vérifié l'heure. Il était 8h30 du matin. Les banques ouvraient. Je me suis connecté à mon portail bancaire en ligne juste pour revérifier les soldes. Mes parents avaient été occupés hier. Il y avait des frais en attente pour des milliers de dollars dans des boutiques haut de gamme, des frais pour un service de nettoyage de voitures de luxe, et une autorisation massive en attente pour un distributeur de liqueurs haut de gamme. Ils dépensaient l'argent comme de l'eau, supposant que le coffre-fort de banque silencieux et fiable continuerait simplement à absorber les coûts. Plus maintenant. J'ai rassemblé les dossiers, je les ai placés soigneusement dans ma mallette en cuir et j'ai fini mon café. Je me suis habillé avec mon tailleur d'affaires le plus net et le plus intimidant, un blazer bleu marine foncé, un pantalon sur mesure et des talons bas. J'avais exactement l'air de la comptable d'entreprise que j'étais. J'avais l'air d'une femme qui était sur le point de ruiner la vie de quelqu'un avec de la paperasse. Je suis arrivé à la succursale de gestion de patrimoine privé du centre-ville à exactement 9h15. C'était un environnement stérile et calme, tout en sol en marbre, cloisons en verre dépoli et conversation à voix basse. Le genre d'endroit où les gens parlaient doucement de très grosses sommes d'argent. J'ai été introduite dans le bureau de mon gestionnaire de compte, un homme nommé Marcus. Marcus connaissait bien ma famille. Il avait l'habitude de gérer mes appels frénétiques essayant de couvrir les découvertes de mon frère. Mellin, bonjour, a dit Marcus en se levant pour me serrer la main. Nous ne vous attendions pas aujourd'hui. Est-ce que tout va bien avec les préparatifs du mariage? Je me suis assise dans le fauteuil en cuir moelleux en face de son immense bureau en acajou. J'ai posé ma mallette sur mes genoux et je l'ai ouverte. Bonjour, Marcus. Oui, tout va bien, mais il y a eu un changement dans la structure financière de la famille, et je dois exécuter certaines directives immédiatement. Je lui ai tendu les documents du compte principal. Je dois supprimer instantanément Valerie Kensington, Bradley Kensington et Cameron Kensington en tant qu'utilisateurs autorisés sur le compte d'investissement principal et tous les comptes chèques liés, ai-je déclaré, ma voix égale et professionnelle. De plus, je dois annuler immédiatement les 3 cartes de crédit platine se terminant par 4211, 6092 et 8804. Signalez-les comme fermées par le titulaire principal de la carte. Marcus a cligné des yeux,
ajustant ses lunettes. Il a regardé la paperasse, puis m'a regardé de nouveau, un soupçon de choc brisant son attitude professionnelle. « Méline, êtes-vous certaine ? Si j'annule ces cartes, elles seront refusées immédiatement lors de la prochaine utilisation. Et les retirer du compte conjoint signifie qu'ils n'auront absolument aucun accès aux 1,78 millions de dollars. C'est une action significative. Je suis entièrement certaine, Marcus. Je me suis légèrement penché en avant. Ces fonds sont légalement sous mon contrôle principal, correct ? Oui, vous êtes la titulaire principale du compte. Les autres ne sont que des utilisateurs autorisés. Vous avez l'entière autorité légale pour révoquer l'accès. Alors révoquez-le tout de suite, s'il vous plaît. Marcus a hoché la tête lentement. Il s'est tourné vers son ordinateur et a commencé à taper. Le cliquetis de son clavier était le seul son dans la pièce. Je suis resté parfaitement immobile, regardant l'écran se refléter dans ses lunettes. Les cartes sont annulées, a dit Marcus quelques minutes plus tard. L'accès au portefeuille d'investissement principal est révoqué. Les fonds sont maintenant entièrement verrouillés sous votre seule autorisation. Merci, ai-je dit. Une chose de plus. Je dois geler les comptes contre tout virement bancaire sortant ou paiement de chambre de compensation automatisé que je ne vérifie pas personnellement par téléphone. Annuler tous les paiements programmés en attente. Les yeux de Marcus se sont légèrement écarquillés. Il savait exactement ce que cela signifiait. Les traiteurs, les fleuristes, le lieu. C'est fait, a-t-il dit doucement, appuyant sur la dernière touche. J'ai senti une montée d'adrénaline, froide et vive, inonder mes veines. Le cordon ombilical financier était coupé. Le poids lourd et suffocant que j'avais porté pendant 7 ans avait disparu. À partir de cette seconde précise, il n'y aurait plus de dépenses sans fin en fontaines de champagne et robes de créateur pour une famille qui me méprisait. Marcus a imprimé une pile de papiers de confirmation et les a fait glisser sur le bureau en acajou. J'ai pris mon stylo et j'ai signé mon nom sur les lignes pointillées. L'encre semblait lourde, contraignante et absolue. Je tenais le pouvoir de la loi entre mes mains, et c'était comme une armure. J'ai remercié Marcus, j'ai rangé les confirmations dans ma mallette et je suis sorti de la banque. L'air du matin semblait plus vif, plus lumineux. Mais je n'avais pas encore fini. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai trouvé le numéro d'un contact que j'avais enregistré des mois auparavant, à l'époque où j'avais commencé à réaliser que ma famille était au-delà de tout salut. Je n'ai pas appelé un agent immobilier traditionnel. Les agents traditionnels prennent des mois. Ils veulent mettre en scène la maison, prendre des photos professionnelles, organiser des journées portes ouvertes et négocier avec des acheteurs qui ont besoin d'approbation de prêts hypothécaires. Je n'avais pas de mois. Je n'avais même pas de semaine. Je voulais une frappe chirurgicale. J'ai conduit jusqu'au bureau élégant et moderne d'une société d'investissement immobilier d'entreprise, une agence d'achat instantané. Ils achètent des propriétés de luxe en espèces, généralement avec une légère décote, concluent l'affaire en quelques jours et les revendent. Je me suis assise dans une salle de conférence aux parois de verre avec une directrice des acquisitions agressives et au débit rapide nommée Sarah. C'est une propriété de premier choix, Méline, a déclaré Sarah, feuilletant les registres d'impôts fonciers que je lui avais apportés. Pentouse en centre-ville, vue panoramique sur le port. C'est complètement libre de toute charge. Pas d'hypothèque, mais vous demandez une clôture en espèces dans les 7 jours, en l'état. C'est exact, ai-je dit. Je suis prête à accepter une perte de 12% sur l'évaluation actuelle du marché si vous pouvez garantir que les fonds seront virés sur mon compte privé d'ici vendredi prochain et si vous gérez l'expulsion des locataires. Sarah a haussé un sourcil. Expulsion des locataires ? Les registres montrent que vos parents vivent là-bas. Ce ne sont pas des locataires avec un bail. J'ai clarifié ma voix. Je vois. Il y a des occupants qui y vivent à ma discrétion. À compter d'aujourd'hui, cette discrétion est révoquée. Je veux que la propriété soit vendue et je veux qu'un avis d'expulsion légal standard de 30 jours leur soit signifié. Sarah a étudié mon visage pendant un long moment. Dans son domaine d'activité, elle voyait beaucoup de divorces compliqués et de conflits familiaux, mais elle voyait rarement quelqu'un en exécuter un avec ce niveau de détachement clinique et froid. Elle a aimé ça. Cela rendait son travail plus facile. Nous pouvons faire ça, a-t-elle dit, glissant un épais contrat sur la table. Nous l'achetons comptant. Notre équipe juridique rédigera l'avis de vacances de 30 jours.
Nous pouvons le faire signifier par un coursier au Pantouse ce soir. J'ai pris le stylo. J'ai pensé à ma mère sirotant du vin dans ce Pantouse, me disant que j'étais un fardeau. J'ai pensé à mon père assis sur des meubles que je possédais légalement, refusant de me défendre. J'ai signé le contrat. Ce fut un plaisir de faire des affaires avec vous, a dit Sarah en me serrant la main. Au moment où je suis sorti de l'agence immobilière, il était un peu plus de midi. Le filet de sécurité des Kensington, l'illusion de plusieurs millions de dollars dont il paradait dans la haute société de Boston, avait disparu dans un nuage de fumée juridique, et je n'avais même pas haussé la voix. Je suis remonté dans ma voiture et j'ai finalement sorti mon téléphone de mon sac. Je l'avais gardé sur silencieux toute la matinée. J'ai tapoté l'écran pour le réveiller. Il y avait 15 appels manqués, 10 de ma mère, 5 de mon frère, et un déluge de messages textes. Je me suis assise sur le siège du conducteur, le moteur éteint, et j'ai ouvert les messages. Cameron m'a dit, ma carte vient d'être refusée chez le tailleur. Le gamin embarrassé devant mon garçon d'honneur. Répare le compte maintenant. Ce n'est pas drôle. Valérie, Méline, appelle la banque immédiatement. Le fleuriste vient d'appeler pour dire que la compte a été refusée. Arrête de faire une crise de colère et fais ton travail. Cameron, sérieusement, m'a dit, réponds au téléphone. Chelsea panique. Tu ruines la journée de répétition. J'ai regardé l'écran, un rire amer et authentique s'échappant de ma gorge. Drôle. Cameron pensait que c'était une blague. Pendant toute ma vie, j'avais été leur chute pas drôle. La servante invisible. Celle qu'ils pouvaient effacer d'une seule phrase. Maintenant, c'était eux qui cherchaient leur souffle, se démenant dans une panique qu'ils ne pouvaient même pas encore commencer à comprendre. Ils pensaient que je faisais juste une crise de colère. Ils pensaient que j'avais juste suspendu une carte. Ils n'avaient aucune idée que la fondation entière de leur vie venait d'être légalement vaporisée. Je n'ai pas répondu. Je ne les ai pas bloqués non plus. Je voulais que les messages passent. Je voulais être aux premières loges pour l'effondrement. J'ai jeté le téléphone sur le siège passager, j'ai démarré la voiture et je me suis inséré dans la circulation urbaine. Demain c'était le mariage, mais ce soir c'était le dîner de répétition, et j'allais en profiter chaque seconde. Merci de regarder cette histoire jusqu'à présent. Si vous appréciez ce drame, veuillez appuyer sur ce bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire de quelle ville vous regardez. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre plus de personnes, et nous apprécions vraiment votre soutien. Le vendredi après-midi est arrivé avec une immobilité étrange et lourde. J'étais de retour dans mon appartement, assise sur mon canapé en velours usé, regardant les grains de poussière danser dans la lumière du soleil. Mon téléphone, posé sur la table basse à quelques mètres de là, vibrait si constamment qu'il se dirigeait lentement vers le bord du verre. Je l'avais mis sur silencieux, mais l'écran n'arrêtait pas de s'allumer. Faisant clignoter des noms qui envoyaient autrefois une pointe d'anxiété pure directement dans ma poitrine. Valérie, Cameron, Bradley, Chelsea. Je n'ai pas tendu la main pour le prendre. Je l'ai juste regardé. Si vous avez déjà été le bouc émissaire dans un système familial toxique, vous savez exactement à quoi ressemble ce téléphone qui vibre. C'est comme une laisse. C'est un rappel que peu importe où vous êtes, ils peuvent tirer sur votre chaîne et vous ramener dans leur chaos. Mais aujourd'hui, la laisse était coupée. Ils ne s'en rendaient tout simplement pas encore compte. Finalement, la curiosité l'a emporté sur mon désir de silence absolu. J'ai pris le téléphone. J'avais 42 appels manqués. Les messages textes étaient une étude chaotique et fascinante de la psychologie du droit à tout. J'ai fait défiler jusqu'au début de la panique, à peu près au moment où j'étais assise dans l'agence immobilière. Les textes de Cameron ont été les premiers à passer de l'agacement à un état légèrement déséquilibré. M'a dit, ma carte vient d'être refusée chez le tailleur. Le gamin embarrassé devant mon garçon d'honneur. Répare le compte maintenant. Ce n'est pas drôle. Sérieusement, m'a dit, réponds au téléphone. Chelsea panique. Tu ruines la journée de répétition. M'a dit, je viens d'essayer de payer le déjeuner du garçon d'honneur et ma carte de secours a été refusée aussi. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Rappelle-moi tout de suite. J'ai relu le mot drôle. C'était un choix de mots si étrange. Pourquoi penserait-il que c'était une blague? Parce que pour Cameron,
ma douleur avait toujours été une blague. Mon stress était un inconvénient pour lui. L'idée que je possède le pouvoir de riposter réellement lui était si étrangère que son cerveau ne pouvait le traiter que comme une farce. Ensuite sont venus les textes de ma mère. Valérie ne faisait pas de panique. Elle faisait de la rage. Méline, appelle la banque immédiatement. Le fleuriste vient d'appeler pour dire que la compte a été refusée. Arrête de faire une crise de colère et fais ton travail. Je ne joue pas à ces jeux avec toi. Tu nous humilies. Si tu ne répares pas ça d'ici 3.00, je viens te voir. Ton père est furieux. Tu ruines le week-end de ton frère pour une dispute stupide. Grandis. J'ai laissé échapper une lente expiration. Regardez le langage. Fais ton travail, comme si j'étais une servante engagée. Une dispute stupide. Comme si dire à sa fille qu'on souhaite qu'elle disparaisse pour toujours n'était qu'un petit désaccord lors d'un dîner. C'est à cela que ressemble la manipulation mentale dans sa forme la plus pure. Ils mettent le feu à la maison, se plaignent que vous ne l'éteigniez pas assez vite, puis vous traitent de folle pour avoir signalé la fumée. J'ai reposé le téléphone. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je suis allé dans ma cuisine, je me suis servi un verre d'eau glacée et j'ai regardé par la fenêtre. La panique s'installait de leur côté, mais elle était encore localisée. Ils pensaient toujours que c'était une erreur bancaire ou un gel temporaire que j'avais mis sur les cartes pour faire passer un message. Ils pensaient toujours avoir le dessus. Ils n'avaient absolument aucune idée qu'un coursier naviguait actuellement dans la circulation de Boston, transportant un avis d'expulsion légal et contraignant de 30 jours pour le Pantouse dans lequel ils étaient en train de s'habiller. Les dominos étaient alignés. J'avais poussé le premier. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de m'asseoir et de regarder la gravité faire le reste. Vendredi soir est arrivé. 5.00, 6.00, 7.00. Le dîner de répétition était programmé pour 7.30 dans un country club exclusif et ridiculement hors de prix juste à l'extérieur de la ville. C'était le genre d'endroit qui exigeait des frais d'adhésion équivalents à un acompte sur une maison. Un endroit où les gens portaient des pulls pastels noués autour de leurs épaules sans la moindre once d'ironie. Mes parents avaient réservé la grande salle à manger. Il devait y avoir un repas de 5 services, un bar ouvert avec des alcools de premier choix et un quatuor à cordes. Je savais exactement à quoi ressemblait le contrat parce que j'étais celle qui avait lu les petits caractères. Et je connaissais la clause la plus importante. Le solde final de $12 000 devait être compensé par le système de chambre de compensation automatisé avant midi le vendredi, où le club se réservait le droit de refuser le service. À 7.15, l'écran de mon téléphone s'est allumé avec un transfert automatique de courrier électronique. Parce que j'étais le contact principal sur le compte de facturation, le logiciel de comptabilité du country club m'a automatiquement informé de l'échec d'un paiement. Objet, paiement urgent refusé. Service suspendu. J'ai ouvert le courrier électronique et j'ai lu le langage d'entreprise magnifique et stérile. Le transfert avait échoué. Le compte était verrouillé. La direction du club avait officiellement suspendu l'installation de l'événement. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé la scène. J'ai imaginé ma mère portant une robe de cocktail de créateur qu'elle n'avait pas payée, entrant dans le hall du country club. J'ai imaginé mon père serrant la main des invités riches qu'ils essayaient d'impressionner. Et puis j'ai imaginé le directeur du club, un homme qui traitait exclusivement avec des personnes très riches et très exigeantes, demandant poliment à mon père de s'écarter dans un bureau. J'ai imaginé la couleur quittant le visage de mon père alors que ses cartes platines, l'une après l'autre, étaient glissées et refusées. Mon téléphone a commencé à sonner. C'était Valérie. J'ai regardé son nom clignoter sur l'écran jusqu'à ce qu'il passe sur la messagerie vocale. Puis les messages textes ont commencé à affluer plus vite qu'avant. Le ton avait complètement changé. Les ordres arrogants avaient disparu, remplacés par un désespoir frénétique et viscéral. Méline, le directeur du club ne veut pas nous laisser entrer dans la salle à manger. Ils disent que le paiement final a été refusé. Appelle la banque tout de suite. M'a dit, s'il te plaît. Les gens attendent dans le hall. Les traiteurs menacent de remballer la nourriture. Réponds à ton téléphone. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Nous sommes plantés là comme des idiots. Les cartes sont toutes mortes. Transfère l'argent. Je me suis assise sur mon canapé en tirant une couverture pelucheuse sur mes jambes. Le contraste était presque choquant.
J'étais assise dans mon pantalon de survêtement bon marché à manger un bol de macaroni au fromage au micro-ondes pendant que la famille Kensington vivait un effondrement social catastrophique en tenue de soirée. Puis est venu le texte qui m'a finalement fait bouger les doigts. C'était encore de Valérie. Si tu ne répares pas ça tout de suite, tu es morte pour moi. Tu ne feras plus jamais partie de cette famille. Rends ce que tu as volé ou ne prends pas la peine de montrer ton visage au mariage. Rends ce que j'ai volé. C'était riche. Je protégeais mes propres biens légaux d'un groupe de parasites et elle me traitait de voleuse. J'ai pris le téléphone. Je ne voulais pas m'engager dans un échange, mais j'avais besoin d'envoyer un message. J'avais besoin qu'il sache que ce n'était pas une erreur. C'était une exécution. J'ai ouvert le fil de discussion avec ma mère. J'ai tapé une seule phrase. Je n'ai pas utilisé de majuscule. Je n'ai pas utilisé de point d'exclamation. J'ai juste énoncé un fait. Je ne montrerai pas mon visage, mais mon absence va vous coûter cher. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai retourné le téléphone face vers le bas sur la table. La réponse à mon message a été instantanée, mais elle ne venait pas de ma mère. Elle venait de mon père. Bradley Kensington se salissait rarement les mains dans les conflits familiaux. Il préférait laisser ma mère faire les hurlements pendant qu'il jouait le patriarche raisonnable et déçu. Quand mon téléphone a vibré avec un long message de sa part, j'ai su que les choses au country club avaient officiellement touché le fond. Méline, cela est allé assez loin. Ta mère est en larmes dans les toilettes. Cameron fait une crise de panique dans le parking. Les invités commencent à partir car il n'y a pas de nourriture et pas de bar ouvert. Je sais que tu es contrarié par ce qui a été dit hier soir, mais les familles survivent aux tempêtes. Nous nous pardonnons les uns les autres. Tu ne détruis pas la vie de ton frère pour des sentiments blessés. Déverrouille les comptes immédiatement. Nous discuterons d'excuses lundi. Ne sois pas la méchante de cette histoire. J'ai lu le message 3 fois. C'était un chef-d'œuvre de manipulation secrète. Remarquez comment il minimise l'abus, ce qui a été dit hier soir et les sentiments blessés. Remarquez comment il rejette la faute. Ne sois pas la méchante de l'histoire. Remarquez la promesse vague et non engageante. Nous discuterons d'excuses lundi. Il n'était pas désolé. Il essayait juste de négocier avec une preneuse d'otages pour pouvoir récupérer sa limite de crédit. Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, une notification est apparue. C'était un message vocal de Chelsea. J'ai hésité à le supprimer, mais j'ai appuyé sur lecture. L'audio a commencé par des halètements humides, c'était incroyablement théâtral. Maddie, s'il te plaît, a gémi Chelsea dans le microphone. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et tes parents, mais pourquoi me punis-tu? C'est le week-end de mes rêves. Tout est gâché. Le dîner de répétition est annulé. Les invités vont chez McDonald's dans leur costume. S'il te plaît, Maddie, je ferai n'importe quoi. Rallume juste les cartes. Je t'en supplie. Ne me fais pas ça. J'ai écouté ses pleurs, et je n'ai absolument rien ressenti. Aucune pitié, aucune culpabilité. Je me suis souvenu de Chelsea assise sur le canapé en velours de mes parents à peine 24 heures plus tôt, levant les yeux au ciel et me disant que j'étais juste la personne qui s'occupait de la paperasse. Je me suis souvenu de la façon dont elle a souri avec suffisance quand ma mère m'a dit de disparaître. Ils voulaient tous les avantages de mon travail, mais aucun d'entre eux ne voulait me traiter comme un être humain. Ils pensaient pouvoir extraire mes ressources, me cracher dessus, puis exiger que je continue à faire couler l'argent. Je suis allé dans ma cuisine, j'ai ouvert une application de livraison sur ma tablette et j'ai commandé une énorme assiette de pad thai à mon restaurant local préféré. J'ai donné 20% de pourboire au livreur. J'ai mangé mes nouilles sur le canapé, en regardant une comédie stupide à la télévision. De l'autre côté de la ville, la famille Kensington regardait son empire des apparences brûler jusqu'au sol. Le dîner de répétition était officiellement mort. Les invités riches qu'ils avaient passé des années à essayer d'impressionner partaient, confus, affamés et chuchotants. Les murmures avaient commencé. Avez-vous entendu? Les cartes des Kensington ont été refusées. L'événement entier a été annulé. Dans les cercles de la haute société que ma mère vénérait, les rumeurs de ruine financière étaient pires qu'une maladie en phase terminale. Et la meilleure partie était que le cauchemar ne faisait que commencer. Le dîner de répétition n'était que l'entrée. Demain,
c'était le plat principal. Demain, c'était le jour du mariage. Le matin du mariage, je me suis réveillé sous un ciel gris et couvert. On aurait dit qu'il allait pleuvoir, ce qui semblait incroyablement approprié. J'ai préparé une cafetière de café, bougeant lentement, délibérément. Je n'avais nulle part où être. Je n'avais pas de robe de demoiselle d'honneur dans laquelle me glisser. Je n'avais pas à passer 3 heures assise sur une chaise pendant qu'une maquilleuse essayait de me faire ressembler à quelqu'un que je n'étais pas, tout cela pendant que ma mère critiquait ma posture. À 9h00 du matin, mon téléphone était un cimetière de communications désespérées. J'avais arrêté de compter les appels manqués. La situation de leur côté était passée de la panique à une ruine absolue et apocalyptique. Parce que j'avais gelé les comptes et annulé les cartes le vendredi matin, aucun des fournisseurs pour le mariage de samedi n'avait été payé. Les installations florales massives, non payées. Le gâteau sur mesure à 5 étages, non payé. Le transport de luxe, l'équipe d'éclairage, l'orchestre de 50 musiciens, non payé. Généralement, en cas de crise, une famille pourrait jeter une autre carte de crédit sur le problème. Mais mes parents n'avaient pas d'autre carte de crédit. Chaque ligne de crédit qu'ils possédaient était liée au portefeuille que je venais de verrouiller. Ils n'avaient aucune liquidité. Ils ne pouvaient même pas retirer d'argent à un distributeur automatique. À 10h30, mon téléphone a vibré avec un texte d'une cousine commune, une fille nommée Becca, qui était toujours gentille avec moi et n'avait aucune idée des bas-fonds toxiques de notre famille. Becca m'a dit, « Où es-tu ? C'est le chaos total à l'hôtel. Est-ce que tu vas bien ? » J'ai tapé une réponse rapide. Je vais bien, Becca. Je n'y assisterai pas. Que se passe-t-il ? Une minute plus tard, une photo est arrivée. Elle a été prise depuis le hall du grand hôtel où la réception était censée avoir lieu. Les immenses portes doubles de la grande salle de bal étaient fermées à clé et une corde en velours était tirée en travers. La légende disait. Becca, le directeur de l'hôtel a littéralement verrouillé la salle de bal. Il a dit que le virement final a été refusé hier et que personne ne veut lui donner une carte de crédit qui fonctionne. Les camions des fleuristes sont assis sur le quai de chargement, refusant de décharger les fleurs. Tante Valérie crie sur un groom et Cameron a l'air de vouloir frapper un mur. C'est un désastre. J'ai regardé la photo. J'ai zoomé sur les portes verrouillées. Je pouvais presque entendre la voix stridente de ma mère résonner dans le hall en marbre, exigeant de parler à un responsable, menaçant de ruiner leur entreprise, complètement inconsciente que c'était elle qui avait déjà été ruinée. J'ai répondu à Becca, sors de là. Va prendre un bon brunch. Le mariage n'aura pas lieu. J'ai posé le téléphone. Le blackout financier était complet. L'événement était mort. Mais alors que j'étais assise là à siroter mon café torréfié foncé, j'ai réalisé quelque chose d'important. La ruine financière ne suffisait pas. Mes parents étaient des maîtres de la manipulation. D'ici demain, Valérie dirait à tout le monde qu'il y a eu une erreur bancaire massive, un bug victimisant dans le système. Elle tisserait un récit où ils étaient les victimes tragiques d'une erreur d'entreprise. Cameron dirait à ses amis que les fournisseurs avaient rompu leur contrat. Il mentirait, il couvrirait cela, et il préserverait l'illusion. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. La vengeance ne consiste pas seulement en la destruction. La vraie vengeance durable consiste en la révélation. J'avais besoin de réduire l'illusion en cendres de manière si complète qu'il ne pourrait jamais la reconstruire. Je devais montrer à tout le monde qui étaient vraiment les Kensington. Je devais sortir les reçus. Je suis allé dans mon bureau à domicile et je me suis assise à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait craquer mes jointures. Je n'étais plus seulement une sœur en colère. J'étais une experte comptable judiciaire constituant un dossier pour l'accusation. J'ai ouvert un nouveau document vierge. Puis j'ai ouvert les dossiers cryptés où je gardais 7 ans d'histoire financière familiale. J'ai commencé à compiler un PDF. Je n'ai pas utilisé de langage émotionnel. J'ai laissé les chiffres raconter l'histoire. Tout d'abord, j'ai sorti les relevés bancaires d'il y a 3 ans, l'époque où Cameron a été arrêté pour conduite en état d'ivresse et a encastré une voiture de sport de location dans un lampadaire de la ville. Mes parents n'avaient pas l'argent pour régler ça discrètement. J'ai inséré le PDF du virement bancaire que j'avais fait depuis mes économies personnelles, exactement 45 000 $, pour payer le concessionnaire automobile et l'avocat afin d'éviter que cela ne paraisse dans les journaux.
J'ai surligné la date et le montant. Ensuite, j'ai sorti les relevés de cartes de crédit des voyages de charité de ma mère. J'ai montré les relevés où ces cartes, des cartes portant mon nom en tant que garante principale, étaient plafonnées à 20 000 $ dans des complexes de luxe à Aspen et à Paris. Ensuite, j'ai sorti le joyau de la couronne, les registres des impôts fonciers et l'acte de propriété du Pentouz en centre-ville. J'ai fait des captures d'écran du registre officiel de l'État montrant que Melin Kensington était la seule propriétaire libre de toute charge de la propriété. J'ai inclus l'historique du compte d'investissement de 1,78 million de $, montrant clairement que j'étais la titulaire principale du compte, légalement responsable de chaque centime. J'ai assemblé le tout dans un document PDF net de 10 pages. C'était une piste papier sans faille, indéniable, prouvant que la famille Kensington, riche et aristocratique, était en réalité complètement fauchée. Ils vivaient d'un chèque de paie à l'autre, entièrement subventionné par la fille qu'ils traitaient comme des ordures. J'ai ouvert mon client de messagerie. J'ai rédigé un nouveau message. J'ai gardé le texte bref, froid et d'une politesse dévastatrice. À qui de droit, en raison d'un nombre écrasant de demandes de renseignements concernant l'annulation soudaine du mariage de Cameron Kensington ce week-end, j'estime qu'il est nécessaire d'apporter des éclaircissements. Au cours des 7 dernières années, j'ai agi en tant qu'unique garante financière de Bradley, Valerie et Cameron Kensington. Je suis légalement propriétaire de leur résidence et j'ai financé leur style de vie en utilisant mon crédit personnel et mon statut légal, comme en témoignent les registres publics et les états financiers ci-joints. Récemment, il m'a été clairement indiqué que mes contributions financières étaient requises, mais que ma présence dans cette famille ne l'était pas. On m'a informé que le plus grand cadeau que je pouvais faire à la famille était ma disparition permanente. J'ai choisi d'honorer cette demande. Par conséquent, j'ai retiré tout soutien financier, gelé tous les comptes à mon nom et initié la vente de la propriété qu'ils occupent actuellement. Je m'excuse pour tout inconvénient que l'annulation de ce mariage vous a causé. Je vous souhaite le meilleur. Cordialement, Melin Kensington. J'ai joint le PDF. Il semblait lourd, comme une arme chargée posée sur mon écran. Venez maintenant le ciblage. J'ai ouvert le tableur numérique que j'avais créé des mois auparavant quand j'organisais les invitations de mariage. J'ai copié toute la colonne des courriers électroniques de la liste des invités, 250 adresses de courrier électronique, la famille élargie, les associés commerciaux de Bradley, les filles du country club de Valérie, les parents riches et moralisateurs de Chelsea. J'ai collé les 250 adresses dans la ligne de copie carbone invisible. J'ai tapé la ligne d'objet. Je voulais quelque chose qui les obligerait à l'ouvrir immédiatement. Objet, la vérité que vous n'entendrez pas au mariage. J'ai laissé mon doigt planer au-dessus du pavé tactile. Je savais qu'une fois que je cliquerais sur ce bouton, il n'y aurait pas de retour en arrière. Ce n'était pas seulement brûler les ponts. C'était anéantir le paysage entier. Mes parents deviendraient des parias sociaux. Les partenaires commerciaux de Bradley verraient qu'il était un boulet. Les parents de Chelsea réaliseraient que leur fille se mariait dans un château de cartes. La honte serait absolue et inéluctable. J'ai pensé aux 29 années à être invisible. J'ai pensé à la fois où j'avais la grippe à l'université et où personne n'a appelé. J'ai pensé à la fois où Cameron a volé l'argent de ma remise de diplôme pour acheter une montre et où ma mère m'a dit que j'étais égoïste de demander à le récupérer. J'ai pensé au mot jetable. J'ai appuyé sur le pavé tactile. Clic. L'email a disparu de ma boîte d'envoi. Il a fallu exactement 4 minutes pour que les retombées commencent. Cela a commencé comme un filet, puis s'est transformé en une avalanche numérique. Mon téléphone, toujours posé sur le bureau, a commencé à vibrer si fort qu'il ressemblait à un frelon en colère. Mais cette fois, ce n'était pas seulement mes parents qui appelaient. C'étaient des tantes, des oncles, des cousins, la famille, des amis. Une réponse est apparue de ma tante Diane, la sœur de mon père, qui avait toujours soupçonné que mes parents vivaient au-dessus de leurs moyens. Diane, mon Dieu, m'a dit, je suis en train de lire ce PDF. As-tu vraiment payé un règlement de 45 000 $ pour Cameron? Le Pentouz est-il vraiment à toi? Nous sommes tous debout dans le hall de l'hôtel en train de lire ça. Bradley refuse de regarder qui que ce soit dans les yeux. Un autre texte de Becca, la cousine. Becca, m'a dit. Bon sang. Tout le monde lit le message sur ses téléphones. Le père de Chelsea vient de se lancer dans une dispute hurlante avec oncle Bradley au milieu du hall. Il l'a traité d'escroc. Chelsea sanglote.
Quelques minutes plus tard, Becca a envoyé une autre photo. Celle-ci est gravée dans ma mémoire pour toujours. Elle a été prise à l'extérieur de l'hôtel, sur le trottoir de la ville. Le ciel avait finalement commencé à pleuvoir, une bruine légère et misérable. Chelsea se tenait près du trottoir dans son énorme robe de mariée blanche ridiculement chère. L'ourlet traînait dans une flaque de boue. Elle avait les mains sur le visage, les épaules tremblantes, pleurant de manière incontrôlable. Cameron se tenait à côté d'elle, sa veste de smoking enlevée, sa cravate défaite, hurlant dans un téléphone portable. Derrière eux, à travers les portes en verre de l'hôtel, je pouvais voir ma mère. Valérie était assise sur un chariot à bagages, le visage enfoui dans ses mains, complètement vaincue. La famille parfaite, l'enfant en or, la façade immaculée. Tout avait disparu, emporté par la pluie et un document PDF de 10 pages. J'ai sauvegardé la photo sur mon téléphone, non pas pour me réjouir, mais comme un rappel. Chaque fois que je ressentais un pincement de culpabilité, chaque fois que la société essayait de me dire que la famille est tout, je regardais cette photo et je me rappelais que je ne les avais pas brisés. Ils étaient déjà brisés. J'avais juste finalement allumé les lumières. J'ai fermé mon ordinateur portable, je suis allé dans mon salon et je me suis allongé sur le canapé. Pour la première fois depuis une semaine, j'ai fermé les yeux et je suis tombé dans un sommeil profond, sans rêve et paisible. Le dimanche soir, le week-end était officiellement terminé. Le mariage qui n'avait jamais eu lieu n'était plus qu'un énorme cratère fumant dans le paysage social de Boston. J'étais dans ma cuisine à faire bouillir de l'eau pour le thé. L'appartement était calme. Les appels téléphoniques frénétiques avaient finalement ralenti, principalement parce qu'il n'y avait plus rien à dire. La vérité avait éclaté. L'argent avait disparu. La guerre était finie. Mais je savais qu'il y aurait une dernière escarmouche. Les gens qui perdent tout ne disparaissent pas simplement en silence dans la nuit. Ils s'accrochent, ils supplient, ils attaquent. À 6:30 précise, on a frappé à la porte. Ce n'était pas un coup poli. C'était 3 coups lourds et exigeants contre le bois de ma porte d'entrée, faisant vibrer les murs de ma petite entrée. Je me tenais dans la cuisine, écoutant le faible sifflement de la bouilloire. Je ne me suis pas précipité. J'ai versé l'eau chaude sur mon sachet de thé, j'ai regardé l'eau prendre une couleur ambrée profonde et j'ai pris une lente inspiration. Je savais exactement de qui il s'agissait. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et j'ai regardé par le Judas. C'était comme regarder une peinture déformée et ruinée des gens que je connaissais. Ma mère, Valérie, se tenait devant. Ses cheveux normalement impeccables étaient plats et filandreux. Son maquillage était étalé, des cernes sombres proéminents sous ses yeux. Elle paraissait 10 ans de plus que le jeudi soir. Derrière elle se tenait mon père, les épaules affaissées, son manteau au nez ressemblant soudainement trop grand pour lui. Et Cameron. Cameron avait l'air sauvage. Ses yeux étaient injectés de sang. Sa mâchoire était serrée si fort que je pensais que ses dents pourraient se briser. Méline. La voix de Valérie était étouffée à travers la lourde porte. Elle ne commandait plus. Elle était stridente, teintée de panique. Ouvre cette porte. Nous savons que tu es là. Maddie, ouvre cette foutue porte, a crié Cameron, frappant le bois avec le plat de sa main. J'ai déverrouillé le pêne dormant, mais j'ai gardé la lourde chaîne de sécurité en métal attachée. J'ai ouvert la porte de quelques centimètres seulement, assez pour les voir face à face, mais assez étroit pour garder mon sanctuaire en sécurité. Que voulez-vous, ai-je demandé. Ma voix était complètement plate. Je ne ressentais aucune peur, aucune colère, juste un profond et lourd épuisement. Ce que nous voulons, a craché Cameron, essayant de pousser la porte, mais la chaîne a tenu bon. Tu as ruiné ma vie. Chelsea est partie. Elle est retournée chez ses parents. Son père a dit qu'il allait nous poursuivre pour les acomptes. Tu as complètement tout détruit. Je n'ai rien détruit, Cameron, ai-je dit doucement. J'ai juste arrêté de payer pour ça. Il y a une différence. Mon père a dépassé Cameron, le visage pâle et désespéré. Méline, s'il te plaît. L'email. Pourquoi as-tu envoyé cet email? Tu nous as exposés à tout le monde. Mes partenaires se retirent de notre cabinet. Le conseil d'administration du Country Club m'a appelé ce matin. Il révoque notre adhésion. Nous sommes ruinés. Nous n'avons rien. Vous m'aviez,
Moi, lui ai-je rappelé. Et vous m'avez dit que vous souhaitiez que je disparaisse. Valérie s'est frayé un chemin jusqu'à l'entrebâillement de la porte. Des larmes coulaient sur son visage, ruinant ce qu'il restait de son maquillage. Nous ne le pensions pas, m'a dit. J'étais juste stressé par le mariage. Tu es notre fille. Nous sommes de ton sang. Tu ne peux pas simplement jeter ta famille à la rue. Le coursier est venu vendredi. Ils nous ont signifié un avis d'expulsion. Tu as vendu notre maison. Ma maison, les jeux corrigés, gardant ma voix stable. Elle était à mon nom. Vous l'avez mise à mon nom pour la cacher au gouvernement. Vous vous souvenez? J'ai simplement liquidé mon propre actif. Tu es un monstre, a sifflé Cameron. Tu es un monstre froid et calculateur. J'ai regardé mon frère. Le garçon qui n'avait jamais fait face à une conséquence de sa vie se tenait finalement dans les décombres de son propre droit à tout. Non, Cameron, ai-je dit. Je suis juste une comptable. Vous avez passé 29 ans à me traiter comme un registre. Vous ne vous souciez de ma valeur que lorsque vous aviez besoin d'un renflouement. Eh bien, le registre est fermé. Le compte est en faillite. Valérie a passé une main par la fente de la porte, essayant d'attraper ma manche. J'ai reculé hors de sa portée. M'a dit, s'il te plaît, a-t-elle sangloté, un son véritablement laid et brisé. Où sommes-nous censés aller? Que sommes-nous censés faire? Nous sommes ta famille. J'ai regardé les trois. J'ai cherché dans mon cœur une once de pitié, un attachement persistant aux personnes qui partageaient mon ADN. Mais l'espace où cet amour avait l'habitude d'être était entièrement vide. Ils l'avaient creusé eux-mêmes. Le sang n'excuse pas la trahison, ai-je dit, ma voix tombant dans un murmure calme et absolu. Vous n'avez pas perdu une fille jeudi soir. Vous en avez jeté une. J'ai juste fait en sorte que vous ressentiez la perte. Ne revenez plus jamais à cette porte. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai poussé la porte, forçant Valérie à retirer sa main. Je l'ai fermée fermement par le pêne dormant et j'ai verrouillé la poignée. Les clics métalliques lourds ont résonné dans l'entrée. Je suis resté là un moment à écouter Cameron jurer de l'autre côté, à écouter ma mère pleurer. J'ai cru que je me sentirais triste. J'ai cru que j'allais pleurer moi-même, mais je ne l'ai pas fait. Je suis retourné à la cuisine, j'ai pris ma tasse de thé et j'ai pris une gorgée. C'était chaud et sucré. Le silence est revenu dans mon appartement, s'enroulant autour de moi comme une couverture protectrice. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis ce dimanche. La vente du Penthouse du centre-ville s'est conclue sans heurts. La société d'investissement immobilier a viré l'argent, moins sa part, directement sur un tout nouveau compte privé hautement sécurisé que j'ai ouvert dans une autre banque. Les fonds restants du compte d'investissement conjoint ont également été transférés. Je suis actuellement assise sur un pécule très confortable et tout à fait légal. J'ai entendu dire par le bouche à oreille, principalement par des textos de ma cousine Becca, que mes parents avaient dû déménager dans un petit appartement en location dans un quartier dont ils se moquaient autrefois. L'entreprise de Bradley a pris un coup dur et il fait face à une retraite anticipée forcée. Cameron et Chelsea ont officiellement annulé les fiançailles. Les parents de Chelsea l'ont pratiquement éloigné de lui une fois qu'ils ont réalisé que la richesse des Kensington était un mirage. Cameron vit actuellement sur le futon bon marché de mes parents, blâmant tout le monde sauf lui-même. Quant à moi, j'ai fait mes cartons dans mon petit appartement et j'ai déménagé dans une autre ville à quelques états de là, un endroit où personne ne connaît le nom des Kensington et où personne ne s'en soucie. J'ai pris une partie des fonds et j'ai créé mon propre cabinet de conseil financier indépendant. J'aide les petites entreprises à mettre de l'ordre dans leurs comptes. Je travaille pour moi-même. Je fixe mes propres horaires et je ne mélange jamais l'argent et la famille. Parfois, tard le soir, je repense à ce dîner de jeudi. Je pense au regard de dégoût sur le visage de ma mère lorsqu'elle m'a dit de disparaître. Ils voulaient m'effacer parce que mon existence pratique et logique ruinait leur belle et coûteuse fantaisie. Ils pensaient que je m'effondrerais sans eux. Ils pensaient que j'avais besoin de leur amour conditionnel et toxique pour survivre. Ils n'ont pas réalisé qu'en coupant les chaînes qui me liaient à eux, ils ne m'ont pas détruite. Ils m'ont libérée. La vengeance la plus vraie n'est pas les disputes hurlantes ou la violence physique. Ce n'est même pas la ruine financière que j'ai légalement orchestrée. La vengeance la plus vraie et la plus dévastatrice est de vivre une vie magnifique, paisible et réussie complètement sans eux. C'est de se réveiller chaque matin en sachant que mon air est pur,
que ma maison est à moi et que ma paix est intouchable. Ils m'ont chassé pour protéger leur image parfaite, mais ce faisant, ils m'ont donné les allumettes pour réduire leur illusion en cendres. Certains parents font encore exploser mon téléphone, me disant que je suis allé trop loin, que je suis sans cœur et que j'ai détruit ma famille pour de bon. Alors, suis-je le problème pour avoir tout repris et disparu selon mes propres conditions? Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, veuillez appuyer sur ce bouton d'abonnement, laisser un j'aime et nous dire dans les commentaires ce que vous auriez fait à la place de Méline.